Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour, amis auditeurs de Radio AM. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Toufiq Hasni, ancien vice-président de Sonatrach, consultant dans les questions de transition énergétique. Moi, je dirais expert, mais Toufiq Hasni préfère consultant. Bonjour, Toufiq Hasni. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs, bien sûr. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait un moment. C'est vrai. Ça fait un moment. C'est pourtant pas l'actualité des énergies renouvelables, dont vous êtes l'un des principaux spécialistes en Algérie, qui a fait défaut ces derniers temps. On va bien sûr en parler pendant cette émission, c'est inévitable. Mais conjoncture et actualité oblige, le prix du pétrole a augmenté de manière sensible sur les derniers mois, plus de 15% sur un peu plus d'un trimestre. Il s'est stabilisé depuis quelques jours au-delà de $70. Il a même touché les $75 hier, ce qui a provoqué beaucoup de réactions. Alors, ma première question aux spécialistes, c'est est-ce que les éléments qui ont porté cette remontée des cours du brut sont des éléments durables, stables, qui peuvent nous permettre d'envisager la poursuite de cette augmentation? La réponse est... En fait, on ne peut pas parler de trend haussier, on peut parler d'une augmentation conjoncturelle du prix du brut. Et il faut revenir, à mon avis, aux fondamentaux qui peuvent permettre de parler de trend haussier. Là, je vais en parler un peu plus dans le détail par la suite, parce qu'on va aborder cette question de façon plus précise. Mais pour l'instant, disons que c'est conjoncturel. Ça augmente quand même depuis 2 ans. Autant le contre-choc, on n'est pas passé de $110 à $30 au milieu de 2016. Alors, on n'est pas passé en l'espace de 3 mois, on est passé en l'espace de 15-18 mois. On a l'impression que le prix du brut fait le chemin inverse. Lorsqu'on veut revenir aux fondamentaux, on s'appuie quoi? On s'appuie d'abord sur un marché. La demande mondiale. La demande, d'accord. Et on s'appuie aussi sur le potentiel de l'offre, pour pouvoir estimer si on peut équilibrer un marché. L'énergie n'est pas une commodité comme les autres. Elle obéit aussi à d'autres facteurs. Le facteur géopolitique, qui reste déterminant dans certains cas. Toutes les guerres dans le monde, aujourd'hui, tournent autour de l'énergie. Donc, c'est un facteur qui est aussi... qui a son importance. Mais si on restait sur les 2 premiers éléments, c'est-à-dire la demande, comment elle se comporte, très bien. Et l'offre, on sait comment elle s'est comportée, puisqu'il y a eu l'accord OPEP-non-OPEP qui a démarré à Alger d'ailleurs, très bien. Et qui a fait qu'on a asséché relativement les stocks et les excès des stocks. Alors très bien, je vais y répondre, mais on va voir qu'on va revenir sur cette question par la suite, alors je préfère vous répondre tout de suite. Il faut situer le pétrole dans un usage global énergétique. Qu'on soit bien clair là-dessus. L'usage énergétique, c'est les énergies primaires, c'est l'électricité et la chaleur. Voilà. Le pétrole, quant à lui, il correspond à un usage particulier, les transports. Le transport. 80%, on oublie beaucoup ça. 80%, c'est le transport, 10% la pétrochimie et 10% le chauffage. Et on s'aperçoit que dans l'évolution des coûts des alternatives, une des alternatives au pétrole, c'est le charbon. Et c'est aussi l'alternative au gaz pour la génération électrique. Et on a vu que le charbon a déplacé le gaz en Europe parce qu'il devenait moins cher. Donc, il faut toujours revenir au coût, qu'on soit bien clair sur ça.
en dehors d'un aspect géopolitique que nous avons défini par ailleurs. La tendance aujourd'hui du marché des carburants, puisque si on reste... 80% c'est le carburant, donc restons sur le carburant. La tendance, si vous suivez toutes les tendances des principaux consommateurs qui vont être demain... Les émergents. C'est la Chine, l'Inde. Les émergents. 2030, on vous dit 100% des voitures seront électriques. Pas dans ces pays. Ça, si. Ah, si. Les chiffres annoncés sont de cet ordre-là. Aujourd'hui, sur 139 pays, et c'est une des communications que j'ai eu à faire, d'après une étude faite par un professeur, je crois Jacobson de Harvard, il dit que en 2030, ces pays-là passeront à l'électricité, à 80% électrique. Et dans les questions de mobilité, on parle bien de substitution au carburant. C'est clair que si on est à 100% électrique, c'est qu'on a aussi utilisé l'usage carburant. Alors, je veux bien. Maintenant, il est clair que le lobby pétrolier ne peut pas se laisser faire. La résilience du lobby pétrolier va démontrer, et parfois avec une certaine malhonnêteté qu'il faut aussi relever. Lorsqu'on me dit que le pétrole va passer d'un usage carburant à un usage pétrochimique, moi ça me fait rire. Il aurait pu le faire il y a longtemps. Non, parce que la principale matière première de la pétrochimie reste les gaz. La pétrochimie, c'est autour de gaz. Et lorsqu'on parlait de 10% de la pétrochimie, c'était les gaz associés. Alors pour résumer à nos amis auditeurs, parce que ça peut être un peu ardu, Tawfiq Hasni, vous avez planté le décor de l'évolution structurelle au terme des 10 ans, des 10-15 ans, de l'évolution de la demande pétrolière. Voilà. Elle ne peut pas être forte. Elle ne peut pas être haussière. Voilà. Très bien. Donc les cours sont amenés à redescendre sur cette perspective temporelle. Alors, en ajoutant à ça... Intéressons-nous quand même quelques minutes à ce qui s'est passé en 2017-2018. Allons-y. C'est quand même remonté. Oui, conjoncturellement. Pourquoi ça a remonté? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on commence à subir un peu, on avait commencé à subir les effets de la réduction de la demande. Maintenant, de l'offre. Hein. Oui, il y avait les réductions la croissance mondiale a chuté, je regrette. Hein. Non, je parle de pourquoi les cours ont poursuivi leur remontée depuis les 6 derniers mois. C'est les effets quand même de l'ajustement de l'OPEP, non OPEP, qui ont plafonné leur production à moins de 30 millions de barils jour. Mais ça reste discutable, parce que les effets de la réduction restent quand même dans un manque de transparence qui permet de douter d'une réelle réduction. Mais je ne pense pas que cette réduction-là aurait pu se réaliser compte tenu du potentiel existant. Aujourd'hui encore, les réserves qui peuvent être mises sur le marché restent importantes. Si ce n'était pas le Venezuela, qui est la plus grande réserve au monde, pratiquement a été éliminé. Vous avez l'Irak qui n'arrive pas encore à revenir avec des capacités importantes. La Libye qui a perdu beaucoup. Donc, c'est pour ça que je dis, ça reste conjoncturel. Il faut qu'on soit bien conscient. Et l'explication aussi d'une des raisons de l'augmentation, c'est le principal acteur dans l'OPEP. Ça reste l'Arabie saoudite, que vous le vouliez ou pas. Aucun autre pays n'a un moyen de faire une pression sur l'offre. Et l'Arabie saoudite avait pour objectif aussi
de conquérir, de garder sa part de marché. C'est ce qu'elle a fait de 2013 à 2016. Oui. Mais en 2016, à Alger, à l'automne 2016, il y a eu un changement d'attitude. L'Arabie Saoudite a décidé de repasser à une politique de prix et pas seulement de part de marché. Oui, ça, c'est toujours le message. On sait très bien que le message qui est au sein de l'OPEP n'est pas... vous avez vu la dernière réaction de Trump lorsqu'il a dit l'OPEP. Ça suffit. C'est le message. Il a adressé à l'OPEP. Et vous croyez que l'Arabie Saoudite veut prendre son indépendance vis-à-vis des États-Unis? Non. Donc, l'Arabie Saoudite, ce qu'elle visait, c'était d'abord de placer les 5% d'Aramco en bourse. Et son dossier était mal préparé, si bien que obtenir une bonne rémunération des 5% nécessitait une augmentation du prix du brut. C'est pour ça que l'objectif de l'Arabie Saoudite, c'était d'abord d'atteindre le $70. Et comme son dossier était mal foutu, elle est obligée maintenant de le revoir. À $70, ça n'a pas été suffisant, ça a été un échec. Alors, elle a tenté conjoncturellement, on est toujours dans une conjoncture, de pousser encore un peu plus, c'est pour ça qu'ils partent 75, en espérant pouvoir obtenir un peu mieux des actions qu'elle veut mettre en place. Mais si je vous suis bien dans votre raisonnement, M. Tawfiq Hasni, l'Arabie Saoudite a des problèmes de déficit budgétaire beaucoup plus importants que ceux de l'Algérie parce que le niveau des dépenses est infiniment plus important. Donc, des besoins de refinancer son déficit. Donc, les besoins de faire remonter les cours avec cette particularité en plus de placer une partie du capital, 5% de l'Aramco, de sa compagnie pétrolière, sur le marché, donc de bien valoriser l'action. Bien. Si l'opération a échoué, donc le trésor public, le trésor royal de l'Arabie Saoudite n'arrive pas à résoudre son problème de déficit, on peut supposer que la politique de défense des prix, et non pas des parts de marché, va se poursuivre. Donc, objectivement, ça veut dire que l'Arabie Saoudite, qui est la variable d'ajustement au sein de l'OPEP en dernière instance, va continuer à éliminer 2-3 millions de barils jour pour maintenir les prix très hauts. Vous croyez que... Très hauts, aussi haut que possible. Est-ce que... Objectivement, c'est possible. ça. Alors, ce possible est où? Ce possible est dans le niveau arrêté par les États-Unis, qu'on soit bien clair. Et elle ne pourra jamais sortir de cela. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Alors, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, pour gagner des parts de marché, est en train de racheter des raffineries, de développer des raffineries pétrochimiques avec l'Inde, pour pouvoir maintenir une part de marché. De l'autre côté, les choses bougent aussi. Hein. Le pétrole de schiste. Je voulais en arriver à cela. Alors, le pétrole de schiste, les États-Unis, pourquoi les États-Unis, pourquoi Trump aurait intérêt à bloquer la remontée des cours alors qu'on sait très bien qu'une grande partie des gisements non conventionnels aux États-Unis ont besoin de cours rémunérateurs pour pouvoir se remettre en route et pouvoir devenir profitables. Et donc, en tant que bon défenseur du lobby pétrolier, Donald Trump n'a pas intérêt à ce que les cours redescendent trop bas. Donc c'est objectivement un allié de la remontée des cours. Non. Le président Trump sait très bien que une des pressions exercées aussi bien sur la Russie, sur l'Iran, c'est réduire le cours du brut pour ne pas leur donner une aisance financière qui les rendrait encore plus puissants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et ça, c'est plus important pour lui que... et il sait qu'à $70, c'est le maximum qu'il peut obtenir. Il ne peut pas remettre en service plus des 900 rigs. Ils sont en service. Il n'a pas un potentiel encore plus grand. Et ces 900 rigs sont rentables à $70. Alors là, j'ai envie de vous poser une question précise, justement. Une des explications qui fait qu'il y a une forme de résilience du prix du brut, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a un peu surestimé la capacité des producteurs américains à remettre en production des gisements non conventionnels, du pétrole de schiste, un peu trop vite? On a dit à partir de $50, il y aura la plupart des gisements qui ont arrêté à $30 vont reprendre. Et finalement, on se rend compte que le plafond de 900 forages n'est pas redépassé. On s'est trompé un peu sur cela. Non.
on était à 400 appareils de forage. Donc il y a eu une remontée. On est passé de 400 à 900. Et le 900, c'est le maximum qu'on peut utiliser comme potentiel de riz. À comparer avec les 1500 1800 qui étaient dans la période euphorique Donc, il est cohérent avec... On peut dire que la bulle du gaz pétrole de schiste est en train de relativement se dégonfler. On a un plateau aujourd'hui, mais c'est quand même un plateau à près de 10 millions de barils le jour, vous vous rendez compte? Oui, c'est quand même important. Et le schiste représente près de la moitié de ça. C'est énorme quand même. Hein. Oui. Donc c'est conjoncturel et ça va se retourner. Alors c'est conjoncturel, mais ça suffit quand même pour faire dire à M. Ould Khadour, le président de Sonatrach, que le prix de $75 le baril est un prix suffisamment rémunérateur pour relancer les investissements et il va très loin, lui, il dit renouveler les réserves de Sonatrach. Vous êtes aussi optimiste que le PDG de Sonatrach, M. Hesni? Bon, je rappelle à nos amis auditeurs que vous avez été vice-président de Sonatrach et que vous connaissez bien la maison. La prospection, d'une façon générale, ne va pas repartir comme ça, parce que les investisseurs aujourd'hui vous disent nous n'irons que sur des gisements où la rentabilité peut être assurée à $50. Ceci exclut par exemple l'offshore profond. Il n'y aura pas d'offshore profond. Un forage en offshore profond, c'est 150 millions de dollars. Mais c'est dans les prévisions de Sonatrach. Mais je vous dis, les investisseurs, ça veut dire Sonatrach doit trouver les moyens financiers pour y aller. Si elle les trouve, c'est tant mieux. Mais avec une rentabilité que nous connaissons aujourd'hui, avec un prix même à 70, ça me semble être difficile à pouvoir justifier. Donc, $75. Maintenant, oui, monsieur le PDG de Sonatrach, c'est que nous devons aller d'abord sur Hassim Saoud. Augmenter 1% de récupération de Hassim peut valoir toutes les découvertes que vous avez faites. Est-ce que c'est l'objet de la discussion avec Aramco? Parce que dans la même déclaration ce matin dans la presse, le président de Sonatrach a dit qu'il allait y avoir un 4e round de négociations. On apprend au passage qu'il y en a eu déjà 3. Est-ce que c'est l'objet de la discussion avec Aramco? Sincèrement, je ne suis pas au courant de ça, donc je ne me permettrai pas d'apporter quoi que ce soit. Maintenant, il a aussi... c'est pas Aramco, c'est Exxon, pardon. Hein. Ah, c'est Exxon, pardon. C'est pas Aramco, c'est Exxon. C'est les Américains d'Exxon. Ah oui, non, avec Exxon, oui, je pense que... Exxon... D'abord, Exxon, il faut clair Exxon a aussi intégré la dimension climat maintenant. On est trop fixé sur la position négative du président Trump concernant la COP 21, alors que vous savez que il ne peut pas se retirer pendant 5 ans. C'est pratiquement... Et on sait très bien que les idées du président évoluent. Et aujourd'hui, le pays qui fait le plus d'efforts en matière de répondre aux objectifs reste les États-Unis. Oui, c'est parce que c'est un système fédéral où les gouverneurs n'ont pas tenu compte du point de vue de Trump. En Californie, on fait très attention à cela. Et voilà. Et Exxon, elle intervient aussi dans ces États-là où il faut très attention à cela. Et Exxon, maintenant, intègre la décarbonation. Et l'élément qui va être déterminant, c'est la fameuse taxe carbone. Et je pense qu'on est prêt aujourd'hui d'une taxe carbone. Le poids des sociétés civiles on est en train de discuter de la résilience du lobby pétrolier dans tout ça. Oui. Donc là, il n'y a aucune certitude sur un court terme, mais sur un moyen terme, c'est clair que ceci se fera.
Alors, dans la déclaration de M. Khadr, il y avait donc cette ambition de renouveler les stocks, les réserves de Sonatrach. Est-ce qu'on peut espérer encore, je vous pose la question aux spécialistes, de revenir au pic de 1,4 million de barils jour que Sonatrach avait atteint à la fin des années 2000? Oui, si on augmente la récupération à Hassim Messoud, on peut et si on... le grand problème aussi de Sonatrach qui a été révélé par M. Khadr. On ne peut pas mettre 10 ans pour développer un gisement qui a été découvert. Dans le monde, c'est 2 ans. Alors, c'est toutes ces quantités de pétrole qui vous manquent à la fin dans vos prévisions. Ça, c'est le management de Sonatrach, on va en parler dans un moment. Et ça a été relevé aussi par lui. Donc, il est conscient aussi qu'il y a aussi de grands efforts à faire dans l'organisation et dans les approches de... Alors, la question inévitable, cette remontée, elle peut être conjoncturelle, on peut être d'accord pour dire qu'elle est conjoncturelle, qu'elle n'est pas portée par des éléments de longue portée, de longue durée. Il n'en demeure pas moins qu'elle peut impacter positivement ou négativement, c'est la question que je vous pose, M. Hasni, les transitions énergétiques et notamment le recours à la production d'électricité par le recours renouvelable, notamment le solaire. Est-ce que ça peut avoir une incidence qui peut retarder les transitions énergétiques, la remontée des cours? Sur le court terme, la résilience va gêner cette transition énergétique. Mais on vient de dire déjà que les acteurs sont mis sous pression pour intégrer cette dimension. Est-ce que ça signifie que des acteurs qui gagnent plus d'argent grâce à un pétrole plus cher vont l'utiliser pour faire leur reconversion? On a cité Exxon, il y a d'autres acteurs aussi qui le font. Absolument. BP oui, et d'autres. Shell aussi commence à... alors maintenant, il y a des effets d'annonce. Voilà ce qu'on peut dire. Et on s'aperçoit, par exemple, pour Shell, que les annonces, elle a été très loin. Et elle a été obligée de reculer en reconnaissant qu'elle n'a pas atteint ses objectifs de réduction des émissions de CO2. Mais il y a une prise de conscience et je crois que la pression va devenir de plus en plus grande. Alors, en termes d'effets d'annonce, il y a le plus important des effets d'annonce, ça a été le fameux appel d'offres de 4 gigawatts en Algérie qui aurait dû donner la vitesse de croisière et le grand coup en avant, coup d'accélérateur à la transition énergétique et à l'application du programme de 22 gigawatts dans un premier temps d'électricité verte. On l'attend depuis plus de 18 mois, il n'a toujours pas eu lieu. Est-ce que vous avez une idée sur les raisons qui ont fait que cet appel d'offres n'a toujours pas été publié? Ce qui apparaît, c'est que vous avez dit vous-même que une stratégie cohérente part d'abord d'une volonté politique bien claire d'aller jusqu'au bout. Et lorsque vous changez tous les acteurs, on revient toujours au rôle des acteurs. On s'aperçoit que les énergies renouvelables, c'est la patate chaude, que tout le monde se passe. D'accord? Donc, ça veut dire que les contraintes qui existent au niveau politique aujourd'hui, le politique n'a pas une vision qui dépasse les 3 mois aujourd'hui. Donc, dans une conjoncture où l'argent devient de plus en plus rare, surtout la partie financière en devise. Alors, et sachant qu'il y a toujours la difficulté d'arbitrage, est-ce qu'on va aller vers les énergies fossiles parce que ça permet de financer le pays, ou bien on va donner ça aux énergies renouvelables en sachant que l'effet ne peut pas venir dans l'immédiat. Pourtant, il y a bien eu, et c'était un événement suffisamment rare pour qu'on le rappelle encore une fois, il y a eu une réunion de ce qui était supposé être le Haut Conseil à l'énergie en février 2016, je crois, qui a instauré, avec Abdelaziz Bouteflika à la tête de cette réunion, les énergies renouvelables comme une priorité nationale. Oui, mais ça reste toujours une expression d'une volonté politique. Maintenant, il faut la traduire par des actes. Et au niveau des actes... Qu'est-ce qui a manqué à l'appel d'offres? Ce qui manque, c'est d'abord comment faciliter... il y a ces contraintes quand vous intégrez. On vous dit plus de recours au financement extérieur. On ne veut pas d'endettement. Comme si c'est toujours l'État
qui va investir. Ça, c'est le premier point qu'il faut qu'on puisse régler. Il y a la règle des 49-51. On est d'accord pour des secteurs stratégiques, mais les énergies renouvelables, il n'y a pas de rente dans les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on s'engage à la COP21. Pourquoi on s'engage à la COP21 ? C'est pour obtenir de l'argent. Comment peut-on refuser par là même cet argent-là, puisqu'on nous dit non, on ne peut pas recourir ? Et toute cette incohérence dans la vision du développement, qui n'est pas spécifique aux énergies renouvelables, fait que nous n'arrivons pas à avancer. Définissons les véritables acteurs. Est-ce qu'on n'a pas donné trop le FCE, ou en tous les cas à un moment donné la commission énergie renouvelable du FCE, c'est plein de ce qu'on n'ait pas laissé une part importante au privé pour être un des promoteurs de ce programme? Il est clair que lorsqu'on dit privé, un acteur ne se définit pas par la part au capital, qu'on soit bien clair. Un acteur se définit aussi de sa capacité de management, sa maîtrise technologique et sa capacité à pouvoir mener des grands projets et même à exporter. Nous devons nous positionner sur l'exportation d'électricité verte. La sécurité du pays dépend de ce positionnement en restant le fournisseur énergétique principal de l'Europe en gaz et en électricité. Avec une perspective de bascule, plus d'électricité que de gaz lorsque le gaz baissera. Exact. 60% du gaz qu'on exporte, c'est pour faire de l'électricité. Il devrait être logique aussi avec eux-mêmes. Et on leur donnerait l'électricité. Pourquoi brûler du gaz qui peut être utilisé et avoir une valeur ajoutée par ailleurs? Ça, c'était le programme de Desertec. C'était cette ambition de commander de l'électricité verte à la rive sud Méditerranée. On en est revenu depuis quelque temps. Est-ce qu'il y a une chance que, d'une autre manière, cette perspective d'exporter de l'électricité verte, est-ce que d'abord il y a une demande en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas finalement de l'excédent d'électricité non carbonée en Europe? Qu'on soit aussi bien clair, je préfère mettre Desertec de côté et parlons, parce que nous avons eu toujours notre programme d'exportation et qui n'était pas lié à 8 gigawatts. Vous savez, sur les 22, il y avait 8, je 10 crois. 000. 10 000 mégawatts, oui, 10 gigawatts, ouais. Sur les 22. Donc, il y a une partie importante. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que vous savez, par exemple, la loi sur l'électricité, elle vous exonère d'une décision. C'est une simple formalité auprès de la CREG et vous exportez. Mais lorsque vous coincez tout par les contraintes qu'on a citées auparavant, et vous n'incitez pas un investisseur à venir. Donc, en fait, finalement, l'appel d'offres n'a pas été lancé parce que on a bien senti qu'il allait échouer. Oui, mais auparavant. L'autre erreur que nous avons faite, on a lié un projet industriel à un projet énergétique. On dit qu'il faut l'industrialisation. Ce n'est pas les mêmes acteurs. Oui. Alors, ils vous disent, mais nous, en faisant ça, vous êtes en train de favoriser un seul pays. Surtout lorsqu'on dit qu'on ne fait que du photovoltaïque. C'est la Chine. Bien sûr. Oui. Donc, il n'y a pas d'autre choix que la Chine. Alors pourquoi vous négociez avec la Chine ou classe? D'accord. Maintenant, nous on dit, non, l'usage énergétique, le photovoltaïque, c'est que de l'électricité. 70%, c'est de la chaleur. Et notre potentiel n'est pas dans le photovoltaïque, il est dans le solaire thermique. Les fameux 170 000 TWh, c'est du solaire thermique. Et c'est ça qui peut nous faciliter l'accès au marché européen. Parce que le photovoltaïque ne vous permet pas d'exporter. Vous ne pouvez pas aller sur des grandes puissances. Vous ne pouvez pas monter à des grandes tensions. Il faut monter à 850 kV et en courant continu, ce que seul le solaire thermique vous permet. Le solaire thermique qui fait tourner une turbine et qui finit par ressembler à une centrale conventionnelle. Absolument, absolument. Même on a un retour M. Boutalfa était d'accord aussi en disant non,
sur le réseau, on doit être en solaire thermique. Pour une fois, il avait dit. Il avait dit cela. On a un retour sur la. Vous êtes le père de la première centrale hybride en Algérie, à Hassermel. On a un retour d'expérience sur les 25 MW qui sont produits en hybride à Hassermel. La centrale de Hassermel représente 1% de la production électrique nationale. Voilà ce que je peux vous dire. C'est les chiffres de la CREG. D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle est là et qu'elle a joué son rôle. Dès que, si vous n'entendez pas parler d'elle, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Je n'ai pas accès aussi à l'information. Alors, dans la transition énergétique algérienne, il manque une dimension prix qui pourrait accélérer cette transition. Oui, le système de subvention, ça a été dit par des spécialistes, je pense que vous partagez un peu ce point de vue, il est mal orienté parce qu'il soutient beaucoup l'énergie conventionnelle, carbonée, qu'on produit avec du gaz naturel, et donc il prive de moyens la transition et notamment la production du solaire, de l'électricité solaire. Alors il y a eu un mouvement de remontée des prix qui a commencé il y a 2 ans, en 2016, il y a eu une pause en 2017, on s'attendait à ce que ça reprenne en 2018. Pour les carburants, ça a repris, ça continue, mais pour le prix du kilowattheure, ça s'est arrêté. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là, M. Hasni. Certainement, certainement. Alors, il faut aussi qu'on soit conscient. C'est que, d'abord, nos amis de Sonelgaz ne peuvent plus tenir le coup avec un tarif pareil. Ils ont annoncé que le coût de production à partir des turbines à gaz tourne autour des 12 dinars le kilowattheure. C'est un coût qui a été annoncé par tout le monde. Mais le plus grave... Enfin, pour nos amis auditeurs, on peut rappeler à quel prix c'est vendu. 4,9 dinars le kilowattheure actuel. On perd presque 7 dinars sur chaque kilowattheure. Voilà. Alors, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la consommation pour la génération électrique en gaz tourne autour des 40 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et il est prévu de continuer encore. Nous ne serons plus en mesure de satisfaire. À partir de 2020, si on continue comme ça, vous risquez de ne plus pouvoir exporter de gaz. Donc, dans l'équation, vous n'avez pas seulement le paramètre coût de tarif, mais vous avez aussi le gaspillage du gaz qui va devenir suicidaire. Alors, pour expliquer ce que vous dites là, le fait de subventionner l'électricité telle que ça l'est jusqu'à aujourd'hui, on encourage une forme de gaspillage du gaz naturel, qui n'est pas exporté, qui est utilisé à cela, qu'on pourrait utiliser autrement. Oui. Et vous savez à combien s'est élevé la subvention de l'énergie en 2016 ? 15 milliards de dollars. On peut rappeler à nos amis auditeurs aussi par la même occasion qu'une partie du financement non conventionnel, 2000 milliards de dinars déjà décaissés, imprimés en billets par la Banque d'Algérie, a servi à payer Sonatrach et Sonelgaz sur ces problématiques-là de subvention des tarifs énergétiques. Donc, et la cohérence et la rationalité, donc l'efficacité énergétique, doit nous amener à réduire ce gaspillage. Comment ? Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont devenues compétitives avec le gaz. Aujourd'hui, si vous suivez les dernières centrales thermiques, maintenant on arrive à une capacité de 700 MW en solaire thermique, et un coût de 7 cents le kilowattheure. Donc on est à environ 8 dinars le kilowattheure. Nous, qu'est-ce qu'on dit ? On dit à 8 dinars le kilowattheure. On n'a plus besoin de subventions. Puisque cette passée de pratiquement de 5 dinars actuels à 8 dinars, c'est 1 dinar par an. 1 dinar par an, c'est par habitant 1845 dinars par année. 1840 dinars par année, c'est parce qu'on consomme 1840 kWh. Oui, 1845 kWh par habitant par an. Voilà, c'est à peu près ça. Vous prenez, on est autour des 63 TWh et on est à 42 400 000 habitants. Il ne faut pas l'oublier, ça. La croissance démographique est une menace aussi pour nous.
Ça veut dire que la demande va augmenter. Vous allez augmenter les logements, la consommation d'électricité. Alors, une électricité qui est gaspillée comme ce l'est actuellement, en 2030, on a évalué le niveau des subventions à plus de 60 milliards de dollars. Enfin, il y a un moment un peu dramatique ici, M. Tawfiq Hasni, quand même. Ce constat-là, vous êtes le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme. Je me rappelle d'un chiffre que vous aviez donné dans une conférence publique. Vous avez parlé, à horizon 2018-2020, de 80 milliards de mètres cubes de gaz utilisés pour générer l'électricité. Si on continue le programme tel qu'il était. Et ça avait provoqué voilà, beaucoup de réactions. Mais en fait, on est toujours sur cette orientation. En fait, on n'a pas réussi à faire changer de cap le profil énergétique de l'Algérie. Alors, les chiffres donnés par l'ancien ministre, M. Boutarfa, 2030, la consommation interne en gaz sera de 116 milliards de mètres cubes de gaz. C'est pas possible. Si on suit la rationalité dans l'exploitation des gisements, on ne doit pas dépasser 85 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et le reste, il faut le générer donc, avec le solaire, voilà. Essentiellement. Non, il faut maintenant faire il faut stopper. C'est la recommandation que nous faisons. Il faut que la génération électrique à partir des turbines à gaz s'arrête à 60 TWh. Et le reste doit venir des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on peut le faire et être dans les échéances. Est-ce que M. Boutelfa n'a pas été quand même un peu, quelque part, politiquement lâché par le pouvoir politique, par la présidence de la République, qui ne lui a pas apporté les moyens, le transfert de subventions, qui ne lui a pas apporté les moyens de soutenir cette politique? On peut dire que lui a tenté, mais qu'il aurait fallu qu'il y ait des fonds publics qui viennent payer le gap qu'il y a entre le prix, le coût de production de l'énergie solaire telle qu'elle était proposée et puis son prix de vente. Et ça ne s'est pas fait. Il y a un geste politique qui ne s'est pas fait. Il a toujours essayé d'augmenter les tarifs. Et à chaque fois, il faut le reconnaître. Bon, maintenant, le problème aussi du développement des énergies renouvelables, il ne faut pas le réduire seulement à ça. Le problème de développement des énergies renouvelables, pourquoi on a fixé un programme de 4000 MW, c'est que tout simplement, le réseau de transport ne peut pas accepter plus. À ce stade. C'est fini. Alors, comment vous programmez 22 000 MW et vous n'avez pas le réseau de transport et de distribution pour cela? Encore une fois, la problématique des capacités financières de Sonelgaz. C'est ça, bien sûr. Et il avait ce dilemme. Est-ce qu'il va s'occuper de ce qui est son métier, le transport et la distribution, mais s'occuper des énergies renouvelables? Alors, la solution quand même, M. Hasni, puisqu'on veut aller au fond de ce problème-là, est-ce que c'est pas, j'en ai parlé avec M. Badache, qui était président de la CREG, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz ici, de redonner les prérogatives à la CREG. C'est la CREG qui est chargée de développer ce business de la production de l'électricité. Il faut maintenant qu'on soit aussi pragmatique. Il faut poser le problème. On vient de l'aborder d'une façon un peu superficielle, parce que ce n'était pas l'objet. Oui. Ça doit faire l'objet carrément d'une émission consacrée à cela. Comment pouvoir concrétiser le développement des énergies alternatives, hein. Je ne parle pas seulement du renouvelable. Voilà. Mais c'est les acteurs. Vous avez d'abord des acteurs institutionnels et vous avez les opérateurs commerciaux. Et il n'y a aujourd'hui aucune institution qui est responsable des énergies. Vous pouvez me le dire? Il y a eu un va-et-vient, ministère de l'Environnement. Mais ça tourne toujours, c'est toujours... Là, on a l'arbitrage, le dernier qui a été rendu. On ne sait pas si ça restera le dernier. Celui qui va sur le réseau, c'est toujours le ministère de l'Énergie. Et ce qui est en local hors réseau, c'est le ministère de l'Environnement. Ça ne tient pas la route. Voilà. Donc là, il faut revenir. Alors, qu'est-ce qui se fait par ailleurs? Par exemple, les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent ministère de l'Économie, ministère de l'Environnement. Dans l'économie, vous avez l'industrie, vous avez l'énergie aussi, hein, en Allemagne, et la société civile. On crée une institution qui va, elle, faire participer tous les acteurs. Et à ce moment-là, on va poser les vrais problèmes. Et au lieu que tout soit arrêté. Une des questions que nous avions posées, les objectifs de la COP21, on nous parle d'une réduction de 9%
d'émissions de gaz carbone. Qui pourra être réalisé par une réduction de 7% de la consommation énergétique. Allez-y me trouver comment ces 7% ont été définis. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé. Et donc l'Algérie n'est pas en train de mettre en œuvre, alors qu'elle a signé. Le problème est là. Alors que nous, ce qu'on leur a dit, ces 7%, vous ne pourrez pas être aux objectifs. Oui, on peut atteindre les objectifs, et voilà comment. Et nous avons proposé quelque chose. En fait, on n'est jamais sorti de cette problématique-là, des acteurs. Oui. Les Marocains ont fini par un peu copier l'Algérie. Ils ont créé Mazen, un opérateur dédié aux renouvelables. C'est les Algériens qui avaient commencé avec Nil, que vous aviez créé, cofondé et dirigé. C'était sur ma recommandation qu'ils ont créé Mazen. Et aujourd'hui, Mazen, c'est l'acteur clé. C'est une société de développement. Ce n'est pas un investisseur, qu'on soit bien clair. C'est le lien entre l'institutionnel et le marché et les opérateurs. Mazen est arrivé à être reconnu par les institutions financières internationales pour bénéficier de financement. L'État n'est plus concerné. Je vais vous poser une question directe. Est-ce que le secteur de l'énergie est rétif à cela uniquement parce que c'est quelque chose qui est né sous Cheikh Ibrahim? Est-ce que ce n'est pas un des effets pervers de la supposée dékhalilisation du secteur? Là, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas. Parce qu'on sincèrement, oui. Sincèrement. C'est Yousfi qui a arrêté l'expérience. Oui. Moi-même, je n'ai pas encore d'explication à cela, sincèrement. Parce que quand on voit tous les tâtonnements qu'il y a eu depuis... Oui. J'ai entendu dire oui, parce qu'il y a un privé dedans. Mais je n'ai pas... Le privé, c'est SIM, il est à 2%, 3% ou 5%. Bon, il est à 10%. Oui. 10% du capital. Oui. Et ça pose un problème hein, je ne sais pas. Moi, je vous dis, voilà, j'essaie de trouver, je n'arrive pas encore à trouver. Et là, on repose toute la question des 49-51. Des 49-51, on l'avait posé. Quand même, entre-temps, j'ai entendu des responsables du secteur, on va rapporter leur point de vue, qui disent, bon, il n'y a pas eu de projet spectaculaire, il n'y a pas encore eu le 4 gigawatts lancé, tout ça, mais il y a des choses qui se font, et au jour d'aujourd'hui, nous, on ne fait pas beaucoup de tapage, mais on génère plus d'électricité verte que le Maroc. Avec les petits projets qui sont nés à Nahama, à d'autres régions d'Algérie, des petites unités de 15, 20 mégawatts en solaire, en général sur des photovoltaïques. Est-ce qu'on doit, d'un revers de la main, écarter cette... Moi, je pense qu'il faut une chose. Hein. Je dis toujours qu'il n'y a pas de modèle de consommation énergétique et de mix énergétique universel. C'est spécifique à chaque pays. N'essayons pas Les Marocains, leur force, c'était l'éolien. Ils ont bien investi dans l'éolien. Oui, la façade atlantique. Les Marocains ont signé des accords d'exportation vers le Portugal de leur électricité. Bon, c'est en fonction de la demande. Mais ils sont positionnés particulièrement la nuit lorsque l'électricité renouvelable de l'Europe, qui est principalement photovoltaïque, ne produit pas. L'Espagne a aussi du thermique. C'est pour ça qu'elle n'importera pas de l'électricité du Maroc. Mais les Marocains sont aussi sur un projet de 2000 MW qui avance très bien. Le projet Nord, à Ouarzazate. Oui, ils avancent. Ils ont réalisé déjà des premières tranches, quand même, de 150 MW en solaire thermique. Oui. Alors, vous disiez, on va finir un peu sur cela quand même, parce qu'on n'a pas pu traiter de tout. C'est effectivement, on aurait dû vous recevoir plus souvent les derniers temps, Monsieur Hasni. On a un peu le sentiment quand même que la réponse à cette rarification du gaz conventionnel en Algérie, la réponse, ça va être le gaz de schiste. C'est revenu au devant de la scène ces derniers temps. On a le sentiment, enfin le ministre dit, M. Guitoni, on n'a pas le droit de ne pas exploiter le gaz de schiste algérien, des réserves importantes. Est-ce que c'est encore une diversion qui va nous faire perdre de vue l'essentiel? Il faut aussi être conscient. C'est que nous avons aussi besoin d'une bonne gouvernance. Les informations liées à tous les besoins stratégiques sont loin d'être crédibles chez nous.
vous n'avez qu'à prendre les réserves de gaz. Certains vous disent nous sommes à 4 500 milliards de mètres cubes de réserves encore récupérables. D'autres vous disent c'est pas plus que 2 700 milliards. C'est la moitié presque. On ne peut pas bâtir une stratégie sur des informations qui ne sont pas crédibles. Il est évident que si on est à 4 500 milliards, le besoin d'aller au gaz de schiste aujourd'hui avec un prix qui ne dépasse pas les $3 le million de BTU, sachant que si vous voulez récupérer au maximum 20 milliards de mètres cubes... Il faut combien de forages ? Il faut près de 1000 forages et ça vous fait un gaz tête de puits à près de $18 le million de BTU. Donc, aujourd'hui, avec ce prix, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que même ce que vous entendez, on vous dit, dans 10 ans, oui, si on arrive à réduire les coûts comme l'ont fait les Américains. Mais les Américains, je répète toujours, il n'y a pas de modèle universel. Les Américains, le schiste aux États-Unis, comment il a pu se développer ? On met toutes les charges sur le pétrole. Ce qui fait que le coût d'opportunité de production du gaz, il est de 0, pratiquement. Et c'est comme ça. Même Exxon vient de racheter des gisements dans le schiste et ils disent nous, on va bénéficier du coût du gaz très bas parce que la demande en gaz va aller en augmentant et ça nous permet de pouvoir rémunérer Donc, nous, si on doit aller vers... Ça va nous coûter les yeux de la tête, c'est pour ne pas utiliser une autre expression. Donc, aujourd'hui, l'opportunité de développer le gaz existe. Il y a d'autres solutions. Et c'est là où je pense qu'il faut y aller. Donc, comme Hassim Mel, on doit le préserver mieux que cela. Et nous sommes aussi limitrophes avec des pays qui ont des grandes capacités gazières. Ce qu'on a fait au Nigeria, on peut le reproduire aussi pour le gaz, et il y a des possibilités. Et là, c'est la voie à développer pour le court terme. On parle du gaz conventionnel. Là, oui. Parce que le gaz de schiste doit aller le chercher. Pourquoi aller vers le gaz de schiste si on peut accéder à du gaz conventionnel à un prix plus bas? Oui. Mais c'est raté, là. Enfin, on espérait faire passer le gazoduc Nigeria vers l'Europe à travers l'Algérie. Moi, je ne parle pas de Nigeria. J'ai dit limitrophe. Oui. D'accord. Et vous pensez à quel pays? Là, on a fait une découverte au Niger en pétrole. Le Niger, ça peut être un producteur de gaz pour dans lequel opérerait Sonatrach? Il y a la Libye. Vous oubliez la Libye? Quand même. Les plus grandes réserves sont là-bas aussi. Et ils nous appellent pour... pourquoi pas? Oui. Et ce serait plus rentable que de chercher à développer le gaz de schiste. D'aller chercher le gaz de schiste, quand même. C'est évident. Oui. Est-ce que vous avez des échos sur... on va finir sur ça, sur un peu le think tank, entre guillemets, ad hoc qui a été installé à Sonatrach, qui réfléchit sur la perspective 2030. Est-ce que, par exemple, l'accélération de l'internationalisation de Sonatrach est un des axes qui va être développé? Elle est prouvée, parce qu'on est au Niger. En Libye aussi, bien sûr. En Libye aussi, il y a eu des accords. Oui. Oui. Et en Irak, oui, non, je pense que là, il y a la mise en œuvre de ça, et c'est une bonne chose. Accéder à des énergies fossiles que nous n'aurons pas. Donc, c'est une bonne chose. On ne va pas aller plus loin dans cette... On consacrera une autre émission sur le management de Sonatrach et sur son axe stratégique. On a appris beaucoup de choses sur la transition énergétique et sur les difficultés du programme algérien. Monsieur Taoufik Hasni, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je vous remercie aussi. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.